Europe 1 Soir. 19h, 21h. Maël Laurent. Europe 1, il est 20h12, les chroniqueurs de la deuxième heure d'Europe 1 Soir. Bonsoir Gilles Boutin. Bonsoir. Journaliste en politique économique au Figaro. Bonsoir à vous Vincent Roy. Bonsoir. Journaliste, essayiste. Et à nos côtés, les invités de cette deuxième heure. Gérard Bespierre d'abord, géopolitologue et fondateur du média web Le Monde Décrypté. Bonsoir Gérard Bespierre. Merci d'être là ce soir. Cyril Gélipter également, docteur en histoire et expert du renseignement russe. Bonsoir. Merci à vous deux de contribuer à cet Europe 1 Soir. On vous a invité pour essayer d'y voir un peu plus clair sur les derniers développements dans le conflit en Ukraine en cette semaine censée être cruciale. Cette épée de Damoclès mise par Donald Trump sur Vladimir Poutine, avec cet ultimatum où Donald Trump exige un cessez-le-feu de la part de la Russie d'ici 48 heures. Et c'est dans ce contexte que Vladimir Poutine a reçu aujourd'hui l'envoyé spécial de Donald Trump, Steve Witkoff, à Moscou. Ça a duré pendant près de 3 heures. Pourquoi en un mot et pourquoi en 2 mots, messieurs? Gérard Bespierre. Mais écoutez, il est grand temps effectivement que cette sinistre situation s'arrête. Donald Trump avait promis une cessation des combats entre la Russie et l'Ukraine rapidement après son accession au pouvoir. Et là, nous sommes maintenant, voilà. On compte plus les heures, on compte les mois, on est au nombre de 6. Donc il est urgent effectivement de mener à bien cette opération de cessez-le-feu. Et on a devant nous une Russie qui est, je pense, au fond, et on n'en parle pas assez, merci d'être parmi vous ce soir, c'est on peut avoir une Russie désemparée. Si l'un d'entre nous sur ce plateau avait été dans le Conseil national de sécurité russe il y a 3 ans et demi, c'est-à-dire 15 jours avant l'invasion, et si l'un d'entre nous avait dit aux généraux russes, vous savez messieurs, dans 3 ans et demi, vous n'aurez conquis que 15% du territoire ukrainien. C'était pas vraiment dans les plans. Je pense qu'après un grand silence glacé, il y aurait eu un éclat de rire. Donc c'est cette situation-là que les Russes aussi, dont on ne parle pas bien sûr, ont dans la tête profondément. Donc le deuxième aspect, c'est la situation économique réelle de la Russie, avec un indice donc de la bourse de Moscou. Il y a une bourse à Moscou, et il était à 1900 avant les opérations militaire, et maintenant il est au niveau de 1000. Deuxième paramètre, la Banque centrale russe a un taux d'intérêt de 18%, celui de la Banque centrale européenne est à 2%. Si vous achetez un appartement à Moscou, vous avez 25% de taux d'intérêt, donc vous n'achetez pas, donc il n'y a pas de croissance. La croissance est venue du budget militaire. Cyril Gélipter. Alors, sur quel aspect? Pourquoi cette rencontre entre le représentant de Donald Trump et Vladimir Poutine? Pour aboutir à quoi? Et est-ce que vous partagez aussi le constat de Gérard Bespierre sur cette Russie qui serait désemparée aujourd'hui? Alors, pourquoi? Déjà, Poutine ne veut pas se fâcher avec Trump. Ça, je pense que ça joue. Ensuite, il a poussé son avantage. Là, disons, Trump a menacé. Alors ensuite, qu'est-ce qui est sorti de cette conversation? Ils ont accueilli Witkoff. C'était pas la première fois qu'il vient à Moscou. C'était au moins la 4e, peut-être la 5e même. Je me souviens, par exemple, il s'est rendu 2 fois d'affilée en Russie en avril dernier. Dans un contexte particulier. Oui. L'ultimatum sur la tête de Vladimir Poutine. Oui, mais les Russes n'arrêtaient pas de dire, au contraire, les sanctions, on en a vu d'autres. Continuez si vous le voulez. Par contre, ils sont très discrets sur les résultats. C'est-à-dire que Yuri Ushakov, qui a pris part aux négociations, qui est conseiller aux affaires internationales du président russe, ancien ambassadeur de Russie aux États-Unis, a dit qu'ils avaient fait passer des signaux aux Américains sur l'Ukraine. Il ne précise pas quoi. Ah bah ça, j'aimerais bien le comprendre. En fait, là, tout le monde dit que ça a été très productif, même Trump sur Truth Social. Mais ensuite, quelles ont été les conclusions? Et on croit comprendre qu'ils n'ont pas abordé que l'Ukraine, soit dit en passant. Alors là, c'est un point d'interrogation. Par exemple, je me demande si le conflit israélo-palestinien, justement, n'a pas été abordé, car hier, Poutine avait au téléphone Benjamin Netanyahou, communiqué disponible sur le site du Kremlin, et communiqué extrêmement laconique. Ils ont pratiquement rien, 2-3 lignes. Gérard Bespierre, vous disiez il y a quelques jours que dans le langage diplomatique, dans le conflit en Ukraine notamment, il y a beaucoup de subtilités à prendre en compte. Quelles sont les subtilités qui entourent cette rencontre?
Eh bien, voyez-vous, la subtilité qui vient de se passer aux États-Unis il y a quelques heures, qu'on n'a pas encore cité autour de ce micro, c'est que Donald Trump a signé donc une directive présidentielle pour augmenter officiellement les droits de douane vis-à-vis de l'Inde de 25%. de 25%. Supplémentaire Voilà, par rapport à ce qui était déjà prévu. Au 25 ou au 15, je me souviens plus 25. exactement qu'ils ont 2 déjà. fois 25. Ce qui veut dire que c'est maintenant la décision qui appartient au Kremlin. N'est-ce pas? Si le Kremlin ne fait pas de concession, c'est le Kremlin qui va mettre l'Inde en difficulté. Subtilité du calendrier de quelques jours, de quelques heures. Ce n'est pas une fois que la Russie a pas tenu sa promesse de cesser le feu vendredi soir. Non, non, non. On prend la disposition avant et à ce moment-là, c'est l'adversaire qui a la responsabilité de la décision. Gilles Boutin, une question pour vous, Gérard Je m'adresse à nos deux invités, ce sera au plus inspiré. Vladimir Poutine donne le sentiment de n'avoir que faire des sanctions. C'est-à-dire qu'il pratique des manœuvres dilatoires pour mener en bateau Donald Trump et ses envoyés. Et là, donc, il y a ces sanctions qui sont prises par Donald Trump contre l'Inde et ça pourrait être d'autres, la Turquie, enfin l'ensemble des clients de la Russie qui lui achètent son pétrole. Mais si on part du principe... L'Inde est le plus gros. L'un des plus importants. Chine, ouais. Et si on part du principe que Vladimir Poutine n'est pas homme à plier simplement avec cette sanction sur ses clients, à quelles conditions la situation deviendrait-elle intenable pour Vladimir Poutine au point qu'il en viendrait effectivement à minima arrêter l'avancée de ses troupes en Ukraine? Si vous voulez, la situation est aussi à l'intérieur de la Russie difficile. Le ministre de l'économie russe, le 18 juin, vous voyez, où c'est pas très vieux, a dit donc Maxime Reshetnikov, nous sommes au bord de la récession. Donc ce n'est pas un second couteau, un troisième directeur de cabinet, etc. Non, le ministre de l'économie russe, parce que la Russie est proche cette année d'une croissance autour de 0,5% sur la totalité. Le taux de la Banque centrale, comme je l'ai dit, est au ciel. Et donc, vous avez une économie avec toujours 10% d'inflation. Donc, les éléments intérieurs que l'on nous cache gentiment, et tout ce qui est dit par Medvedev sur le nucléaire et tout ça, on est à nouveau dans le décor Pouchkine, n'est-ce pas? On nous donne un dessin de la Russie toute puissante et tout, mais ce n'est pas la réalité. Une réalité économique. Il faut quand même savoir que le PIB de la Russie est entre celui de l'Italie et de l'Espagne pour 145 millions de Russes. Et la plus grande surface du monde. Vincent Roy, une question pour vous. Oui, une question à vous deux aussi, puisqu'elle est très large, au plus inspiré, comme disait mon confrère. Quel est le vrai but de guerre de Vladimir Poutine? Augmenter son territoire, on y croit assez peu, ou faire tomber un régime qui risquerait de contaminer l'âme russe, si j'ose dire. Allez-y, oui. Je pense que j'ai l'impression que les buts ont changé depuis le début du conflit. C'est-à-dire que, je résume rapidement, depuis l'arrivée au pouvoir de Poutine en 2000, en fait, d'abord de manière un peu souterraine, puis c'est devenu de plus en plus visible, vous avez eu dégradation des relations sur dégradation des relations, où nous nous sommes envoyés la vaisselle à la figure. Si vous reprenez la stratégie de sécurité nationale russe de 2021, il y a une phrase qui était dans la stratégie de 2015, qui n'apparaissait plus dans celle de 2021. Cette phrase, c'était « améliorer les relations avec l'Occident ». Fini. C'est 2021. Et là, l'Ukraine, c'est juste, boum, ça a juste été le haut du panier qui a explosé. Donc là, Poutine voit cela sous l'angle, on rejette, on refoule, l'Occident, l'OTAN qui voudrait s'étendre à l'Est. Je pense que c'est comme ça qu'il voit les choses. Ça a échoué. Donc là, qu'est-ce qu'il reste? S'emparer des ressources éventuellement de l'Ukraine du point de vue des terres rares, qui intéresse Trump aussi. Sauf que les Russes aussi, ils avancent justement sur ces directions-là. Ils ont pris d'ailleurs certaines des ressources, pas toutes, loin de là. Ça, c'est la première chose. Et deuxième chose, entre parenthèses, en quelque sorte, protéger les minorités russophones. Enfin, ça, c'est l'argument qui n'est pas nouveau. Je le retrouve déjà dans les années 1990, à l'époque de Helsinki. Donc voilà, ce sera une victoire à la Pyrrhus. Gérard, changement de stratégie de Vladimir Poutine?
La stratégie initiale, pour moi, elle a été exprimée une fois et une seule par Vladimir Poutine au mois de mai 2023. Il l'a dit à Saint-Pétersbourg, il l'a pas répété 2 fois. Notre problème, c'était d'éviter que l'Ukraine, les cousins ukrainiens, les frères ukrainiens, nation slave, deviennent un adversaire systémique de la Russie. Et j'appuie cette explication-là par la situation de la Pologne, n'est-ce pas? Un pays de 35 millions d'habitants qui, depuis 12 ans, dans l'orbite maintenant membre de l'Union européenne, a doublé son PIB avec une économie de liberté, avec une économie d'investissement, avec une économie de rayonnement, et voilà, et tournée vers les 420 millions d'Européens. Alors que si l'Ukraine prenait ce chemin-là, eh bien, dans 10 ans, 15 ans, effectivement, l'Ukraine serait devenue un adversaire systémique parce que les cousins russes, les frères russes auraient frappé à la porte du Kremlin en disant « Dites donc, regardez ce qui se passe de l'autre côté de cette frontière invisible. Nous sommes frères et cousins. » Non. Bien sûr que si. C'est ce que j'appelle l'adversaire systémique. L'adversaire systémique. Bon, désolé, non. Vous avez, si vous regardez attentivement, les pays baltes se sont très bien développés. Ah oui. Non, mais attendez, je n'ai pas terminé. La Pologne aussi, la République tchèque, tout ça, c'est quand même pas très loin de la Russie. Et pour autant, les Russes n'ont pas dit « Ah bah, dis donc, regardez, la Pologne ou les pays baltes se sont super bien développés et chez nous. » Non, c'est désolé, ça parce qu'il y a moins de 10 millions de Baltes, n'est-ce pas? Et là, vous avez 45 millions avec une frontière en pointillé qui n'existe pas. Voilà, donc c'est ça. Il y a des frères et des cousins de chaque côté de la frontière que vous n'avez pas par le nombre avec les pays baltes, n'est-ce pas? Monsieur, je suis désolé, les Russes... je comprends bien que vous soyez désolé. Mais oui, mais je ne vois pas les Russes fonctionner comme ça. Désolé, je parle la langue. Il s'agit pas de voir. Il s'agit pas de voir. Il s'agit de voir les faits. Désolé, mais je ne les vois pas fonctionner comme ça. On ne va pas vous mettre d'accord là-dessus. J'ai une question à vous poser à présent. Est-ce que pour l'un et l'autre, la clé de la résolution du conflit en Ukraine se situe maintenant et définitivement à Washington? Cyril Gelibter. Les Russes essaieront de faire croire que non. Ils essaieront sans doute de le voyer. Et puis, résolution du conflit. J'ai plus l'impression que nous aurons un conflit gelé. Vous savez, on reste sur les positions, on n'en bouge plus, un peu comme la guerre de Corée, tout simplement. Vous savez, le 37e parallèle, et ça s'est arrêté là. Mais le 37e parallèle était avant la guerre de Corée, n'est-ce pas? Oui. C'était à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Le 37e parallèle date de 1945. Oui, et on est revenu à la même position en 1953. Voilà, c'est à ça que je faisais référence. Alors, pour répondre à la question, je pense que la réponse, elle est au Kremlin. Si depuis 6 mois, Vladimir Poutine aurait dit nous acceptons de cesser le feu, nous restons, comme vous venez de l'exprimer, sur nos positions militaires, mais ok, nous faisons un cessez-le-feu pour discuter. À ce moment-là, la solution était au bout de la table. C'est inacceptable pour l'Ukraine. Puisque rester sur ses positions militaires, c'est dire je conserve les 15% du territoire que j'ai pris à l'Ukraine. Et auquel cas le président Zelensky va dire mais je sors marron de l'affaire là, ça peut pas fonctionner comme ça. Il est impossible que l'Ukraine reprenne ces territoires-là. La clé à mon humble avis, la clé est pour l'Ukraine de reconnaître l'état de fait, mais pas de jurer. C'est-à-dire que, d'un point de vue juridique, les terres conquises n'appartiendront jamais à la Russie, mais de fait, l'armée russe est là. Voyez-vous? Donc c'est comme l'armée russe était dans l'Allemagne de l'Est, mais l'Allemagne de l'Est n'appartenait pas à la Russie. Mais dans ce cas-là, ça veut dire que Zelensky a perdu. Ça veut dire qu'il n'a pas pu reconquérir les terres avec l'aide de l'Europe, effectivement, parce nous avons été pris par surprise. Et l'Europe, justement, dans tout ça, je me souviens, on échangeait ensemble il y a quelques semaines, Gérard Vespierre, sur ce conflit ukrainien, à un moment où l'Europe semblait avoir repris la main, en tout cas sur le front de la diplomatie, avec une proposition de cessez-le-feu adressée conjointement par 4 pays européens. Les États-Unis étaient en 2e ligne sur ce coup-là, et maintenant, l'Europe a à nouveau disparu. La vision vue du Kremlin, c'est de parler avec Washington. On ignore Bruxelles.
c'est une posture stratégique historique depuis l'arrivée au pouvoir de Vladimir Poutine en 1999. Et donc, quels aient été les atermoiements du début, très vite, la ligne stratégique profonde a été effectivement de se heurter à l'Europe, de faire fi de l'Europe, parce que la Russie ne peut être considérée que grande si elle a un grand interlocuteur mondial. Cyril Gélipter. Je corrigerai en disant que c'est la ligne de conduite des dirigeants, même des dirigeants soviétiques. 20 c'est bien. Même des dirigeants soviétiques à l'époque de la guerre froide. Pour eux, c'était en premier Washington. C'est vers ça qu'ils regardaient. Et effectivement, l'Europe, les négociations, par exemple, entre l'Ukraine et la Russie, c'est en Turquie que cela est mené. Là, vous me demandiez, soit dit en passant, tout à l'heure, vous parliez sur l'Ukraine qui avait perdu. Quelque part, oui, l'Ukraine finit, malheureusement, en violation des règles du droit international, comme le dindon de la farce. Mais regardez... Momentanément. Oui, mais... Dans 25 ans, quel sera l'avenir de la Russie? Voilà. Oui, bien sûr. Mais ça, c'est fondamental. Oui, mais pas que côté russe. Que fait Trump à peine arrivé au pouvoir? Il dit aux Ukrainiens, vous me donnez vos ressources. Ouvertement. Alors, sous Biden, ça existait déjà, mais on le disait gentiment, sans trop. Et là, Trump, il le dit ouvertement, vous me donnez tout. Excusez-moi, mais l'Ukraine se retrouve le dindon de la farce de tout le monde, tout simplement. C'est triste à dire, mais je fais juste le constat. Moi, ça ne me réjouit pas. Je ne me réjouis pas, tout simplement. Mais juste, désolé, dernière chose. Vous évoquez justement USA, Russie. Je rappelle juste que Nikolai Patrouchev, secrétaire du Conseil de sécurité, disait le 21 février 2022, lors de la grande réunion du Grand Raoult, il avait dit ouvertement, écoutez, sur l'Ukraine, on fait simple, on se met d'accord avec les Américains, les Européens suivront. C'est la même mentalité, effectivement. Eh bien, nous allons continuer à en parler, si vous le voulez bien. On va marquer une nouvelle pause dans cette Europe 1 Soir animé, un plateau très riche ce soir à mes côtés. On se retrouve dans un instant. On continue à parler de la situation en Ukraine. Ce sera juste après le journal permanent d'Adrien Spiteri. Restez avec nous. Europe 1 Soir. 19h, 21h, Maël Laurent. Et on poursuit cette discussion autour de l'Ukraine avec nos invités Gérard Vespierre, analyste géopolitique et fondateur du média web Le Monde Décrypté, avec Cyril Gélipter, docteur en histoire et expert du renseignement russe, avec nos débatteurs également Gilles Boutin, journaliste en politique économique au Figaro, et Vincent Roy, journaliste et essayiste. Nous parlions des rapports de force sur le front ukrainien, avec ces attaques de drones qui continuent à pleuvoir sur le sol ukrainien, sur le sol russe également. Chacun se targue de petits succès militaires ici et là. Et puis, il y a cette affaire de drones de fabrication russe entrés en Lituanie depuis l'espace aérien bélarusse, retrouvés dans une zone d'entraînement militaire et surtout contenant 2 kg d'explosifs. Cyril Gélipter. Oui, c'est pas une première. Vous aviez déjà eu un cas en Lettonie en septembre dernier. Sauf que mon interprétation personnelle, les Russes envoient un signal en disant nous pouvons devenir très méchants, regardez, avec un petit drone. Pourquoi je pense cela? Quand le drone était tombé en septembre, c'était en Lettonie, c'était à Rezekne. Bon, je crois qu'il s'était écrasé sur le toit, alors je ne sais plus d'une église ou d'une maison, peu importe. Sauf que je me demandais pourquoi Rezekne. Bon, et je commence à regarder ce qu'il y a là-bas. À Rezekne, vous aviez un système de défense des pays baltes qui était installé, un système américain, je crois, de Lockheed Martin. Donc, alors, ils n'ont pas visé, mais c'est sous-entendu, on peut taper dessus. Et là, le drone en Lituanie, on l'a trouvé, c'est une base militaire de mémoire où il est pareil. Voilà, c'est sous-entendu de la part des Russes. Zone d'entraînement militaire. Oui, c'est ça, sous-entendu de la part des Russes. Si vous voulez, faites attention, ours peut devenir très méchant. Vous savez, il faut monter un peu l'attention. Gérard Vespierre. Mais nous avons nous-mêmes le même, je dirais, phénomène avec les vols où la proximité des navires militaires russes à la limite des eaux territoriales ou de l'espace aérien français, européen, dans la zone balte. Alors, n'en parlons pas de la mer Baltique. Donc, il y a cette façon russe qui a des dizaines d'années d'existence, n'est-ce pas? Quand on voit arriver les vieux bombardiers Tupolev 96 qui ont 50 ans, bon, à moteur à hélice, bon. Donc on sait ce que ça veut dire. C'est une façon
Allez, l'adjectif qui me vient, c'est dire, ça peut-être détonner, mais c'est puéril. Parce que la recette est tellement usée. Alors, effectivement, c'est relayer ce que nous faisons ici ce soir, mais la réalité de 2 kilos d'explosifs, quelle est-elle? Zéro. D'autant que vous ne croyez pas, il me semble, à la menace nucléaire russe. Vous la considérez comme non crédible. Vous rappeliez il y a quelques jours encore que depuis 75 ans, les dirigeants russes ont brandi plus de 100 fois la menace de son emploi, mais sans jamais y aller. Effectivement. Je pense que avec l'intervention de Medvedev il y a quelques jours, on arrive à 106 fois depuis 1949. Donc, voyez-vous, il s'est jamais rien passé. Et il est à noter aussi que chacune de ces évocations du nucléaire a été faite par des hommes politiques russes, jamais par des généraux, des maréchaux ou des chefs d'état-major ou des ministres. Donc, voyez-vous, des affaires militaires. Il y a toujours ce jeu politique, un drone par-ci, un avion par-là, un bateau par-ici, et puis une déclaration sur un micro. Comme ça, les Européens et le monde entier vont en parler. Je vois Cyril Gélibter sourire. Oui, non. Qu'est-ce qu'il y a derrière le sourire? Non, je suis plutôt d'accord. Effectivement, quand vous brandissez l'arme nucléaire, c'est une manière de faire comprendre aux autres que on pouvait l'utiliser, mais que vous ne voulez pas l'utiliser. Et la réponse de Trump a été tout à fait, à mon avis, pertinente. C'est-à-dire, vous parlez du nucléaire? J'agis nucléaire. Je vais pas envoyer 2 sous-marins, ils sont déjà en mer, mais je vais leur demander de se rapprocher de vos côtes. Voyez-vous, le nucléaire, dit Trump, ou l'administration américaine, parce que nous personnalisons beaucoup trop les débats. C'est un avis ou une proposition du Pentagone qui a été faite en disant Monsieur le Président, nous vous proposons et à ce moment-là, le Président valide. On n'imagine pas Donald Trump entre le 17e et le 18e trou de son parcours à Mar-a-Lago de dire tiens, si j'envoyais 2 sous-marins. Non, bien sûr, la recommandation est venue d'ailleurs. Gilles Boutin. Oui, cette affaire de drone retrouvée sur le territoire de membres de l'OTAN nous rappelle les menaces, ou plutôt la mise en garde que Emmanuel Macron avait faite, en nous prévenant qu'il fallait se réarmer face à une menace russe. J'aimerais savoir, selon vous, vous deux, quelle nature, comment pourrait se concrétiser cette menace conventionnelle, donc non pas nucléaire cette fois-ci, mais conventionnelle dont on nous parle. C'est-à-dire que on est toujours très sceptique face à l'hypothèse d'une offensive militaire de grand style, comme on dit, de la part de la Russie. On pourrait plutôt s'attendre à des choses plus sournoises, plus ambiguës. Du coup, selon vous, quelle forme prendrait de manière pertinente un début de confrontation, je dis bien un début de confrontation entre la Russie et peut-être les États déjà les plus proches? Pourquoi un conditionnel? Je préfère être prudent pour le moment. Pourquoi ce conditionnel? La bataille, non pas du rail ou de l'eau lourde, mais la bataille a déjà commencé, n'est-ce pas? Par les cyberattaques, par l'espionnage, par toute autre manœuvre de déstabilisation en Europe, en Allemagne, en France, en Angleterre. Toutes ces opérations menées par les services russes ont déjà commencé. Donc il ne s'agit pas d'une guerre, effectivement, j'envoie 3000 ou 5000 chars. On a vu ce que la 3e armée du monde avait pu réaliser en Ukraine, n'est-ce pas? C'est vraiment tout à fait invraisemblable que la 3e armée du monde n'ait pu conquérir que 15% de l'Ukraine au bout de 3 ans et demi de guerre. Bon. Donc il n'est pas pensable d'un point de vue ni militaire ni économique classique que la Russie, quelle que soit sa volonté, prenne la décision d'attaquer l'Europe, parce que l'Europe, il y a l'OTAN et il y a 900 millions de personnes. Le seul moyen, c'est de nous affaiblir par une guerre hybride. Vincent Roy, et ce sera la dernière question. Oui, donc j'allais dire la réalité de ce que nous a dit ou ce qu'a semblé nous dire Emmanuel Macron ne tient pas. Alors, la réalité matérielle, oui, la mobilisation dont nous devons faire preuve, par contre, elle est nécessaire. J'ai été effectivement très vocal sur la non-nécessité de parler budget militaire avant de parler stratégie militaire vis-à-vis de notre adversaire. Si la stratégie est hybride, notre réponse doit être hybride. Elle ne sera pas dans le nombre de Rafale, le nombre de F-35 ou le nombre de Typhoon. Cyril Gélibter, pour conclure sur ce discours martial d'Emmanuel Macron. Alors, en fait, nous craignons
nous craignons une éventuelle invasion de la Russie, par exemple vers les pays baltes éventuellement, ou d'autres pays, la Pologne. Pour l'instant, tout ce que je vois, c'est surtout des hypothèses. Les services de renseignement, les rapports qui seront rendus publics par nos homologues, parlent d'hypothèses. Bon, pour l'instant, l'armée russe est occupée sur l'Ukraine. Ça mettrait du temps, si jamais nous partons d'un point de vue hypothétique, qu'elle se redéploie, par exemple, je sais pas, les Pays-Baltes ou la Finlande, et nous le verrions un peu avec les images satellitaires ou avec les interceptions de communication. Effectivement, c'est surtout la méthode de la guerre hybride qu'ils utilisent, enfin guerre hybride entre parenthèses, avec, si vous vous souvenez, les cercueils qu'ils avaient déposés, les mains rouges, les pochoirs bleus. Des tentatives un peu limitées malgré tout, du coup. Oui, mais comme ça dure déstabilisation sociale. Ça dure depuis un certain temps, cette déstabilisation. C'est comme la polémique sur les balcons au bord de la Seine qui menaçait de s'effondrer, qui aurait été relayée également par les réseaux russes. On peut s'attendre seulement à ça. Mais c'est aussi une manière de frapper l'opinion française. C'est-à-dire qu'à un moment, Emmanuel Macron, si vous vous souvenez, n'excluait pas d'envoyer des troupes en Ukraine. Donc là, quand vous faites poser après la paix. Alors, j'ai oublié quand il a évoqué l'hypothèse. J'ai pas l'impression que c'était après la paix. J'ai l'impression que après la paix, le 20 février de l'an dernier. Oui, c'est ça. Donc, quand il a dit ça, ensuite, qu'ont fait les Russes, par exemple, des cercueils sous la Tour Eiffel. Sous-entendu, allez-y, envoyez des soldats français, vous aurez des cercueils. C'est l'absence psychologique, on appelait ça en 1940 l'absence psychologique. Oui. Et ce sera le mot de la fin, on vous a quasiment remis d'accord. Merci à vous de Gérard Vespierre, analyste géopolitique et fondateur du média web Le Monde Décrypté, et Cyril Gélipter, docteur en histoire et expert du renseignement russe. Merci à tous les deux d'avoir été avec nous dans Europe 1 Soir.